Avant de partir, la veille de mon départ, pour venir vous rejoindre, je suis allée embrasser mes enfants, et notamment mon fils de 11 ans. Voilà, je voulais lui dire au revoir, et puis aussi quelques recommandations de mère. Lave-toi les dents, n'embête pas ton frère, fais tes devoirs. Donc je me suis approchée de lui, je l'embrasse, et puis je dis, à dans quelques jours. Il me dit, tu vas où? Alors je dis, je vais en Belgique. Qu'est-ce que tu vas faire en Belgique? Donc je lui dis, voilà, je vais raconter notre histoire, une partie de notre histoire. Puis comme il a 11 ans, il me regarde, il me dit, tu vas pleurer? Je dis, j'espère pas. Oui, mais c'est sûr que les gens en face, ils vont pleurer. On verra bien. Il me dit, maman, tu peux leur dire quelque chose de ma part? Alors, je dis, oui. Tu peux leur dire qu'on est heureux. Tu peux leur dire que notre vie, oui, elle est triste. Oui, notre vie, elle est difficile. Mais qu'on l'aime, notre vie. Tu peux leur dire que la vie, elle donne de la peine, mais qu'elle vaut la peine. Je pourrais presque... Je crois que je pourrais presque m'arrêter là. J'ai serré très très fort mon grand garçon dans mes bras. J'ai oublié toutes les bonnes recommandations de mère et j'ai juste gardé la sienne. Gardé tout d'un coup cet essentiel qu'il m'avait rappelé, ce qui me vaut d'être parmi vous aujourd'hui, d'avoir découvert à travers une expérience très douloureuse, que la vie était belle, que la vie valait la peine, quelle que soit la vie. Moi, je suis devant vous en femme heureuse et en femme endeuillée aussi, en mère endeuillée. J'étais déjà heureuse il y a quelques années. Enfin, à vrai dire, quand je revisite ma vie, j'ai toujours eu l'impression d'être heureuse, mais mon bonheur a changé. J'étais heureuse quand j'étais jeune. Bon, j'ai eu quelques désagréments à l'adolescence, quelques contrariétés au début de ma vie adulte, notamment d'ordre sentimental, mais bon, ça comme le commun des mortels. Voilà, à part ça, j'étais dans une famille assez épanouissante, et en tout cas qui m'aimait, que j'aimais. J'ai fait des études qui me plaisaient, j'ai trouvé un travail, et puis j'ai rencontré l'homme de ma vie, qui a reconnu en moi la femme de sa vie, ce qui est bien aussi. On s'est mariés, on a eu un petit garçon, et puis on a eu une petite fille. Moi, le jour de la naissance de Thaïs, ma fille, je crois que j'ai été particulièrement heureuse, parce que depuis pratiquement que je suis en âge d'avoir des enfants, je rêve d'avoir une petite fille. J'ai une psychologie très 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 féminine, et je m'étais dit, le jour où j'aurai une petite fille, j'aurai une alliée pour la vie. Donc j'ai accueilli Thaïs comme ça, en me disant, voilà, toi t'es mon allié pour la vie. Loïc et Gaspard d'une certaine façon aussi, mais je ne suis pas sûre qu'ils me comprennent dans toutes les circonstances, notamment les jours où on change de vernis, on fait du shopping, et voilà, où on a des émotions que les hommes ne comprennent pas. Donc j'étais vraiment une femme très heureuse, et particulièrement heureuse d'un bonheur qu'on pourrait presque qualifier d'insolent, vous savez, quand tout vous sourit, quand tout va bien, quand il n'y a pas de choses, des petits trucs qui ne vont pas, mais pas de drame en tout cas, et pas de grosses contrariétés. Et j'ai fait le constat de ce malheur, de ce bonheur plutôt. Un jour, avec mon mari, on se baladait sur la plage avec nos 2 enfants, c'était une fin d'été. Gaspard avait 3 ans et demi, il courait devant, puis Thaïs marchait depuis quelques semaines, elle marchait juste quelques pas devant moi. Et puis j'ai dit à Loïc, c'est incroyable comme on est heureux. J'aurais jamais pensé être aussi heureuse dans ma vie, et je vois pas ce qui peut m'empêcher d'être heureuse. Je suis une femme comblée. Et en disant ça, j'ai regardé ma petite Thaïs avec beaucoup d'émotion, l'émotion d'une maman. Je voulais regarder l'empreinte de ses pas sur le sable, de ses premiers pas ou presque premiers pas. Et là, j'ai vu que son pas n'était pas normal. J'ai vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et je n'ai pas du tout aimé ce que j'ai vu. Alors, je ne vais pas faire semblant, je n'ai rien deviné de grave. Ce que je n'ai pas aimé, c'est une imperfection. J'avais envie, dans cette jolie vie, dans cette vie où finalement je contrôlais tout et qui me plaisait comme ça, j'avais envie que tout soit parfait et surtout que ma fille soit parfaite. Je n'avais pas envie, même si ça n'était qu'un petit problème de pied, qu'elle ait une démarche un peu K1K. Nous sommes rentrés à Paris, j'habite à Paris. On est allé voir un médecin qui nous a dit qu'elle n'avait rien. Et puis, quand même, on a réalisé de petites choses, qu'elle ne courait pas, des petits trucs. Et puis, finalement, de fil en aiguille, nous nous sommes retrouvés le jour des 2 ans de Thaïs, le jour exact de son anniversaire, dans le cabinet d'un neuropédiatre. Alors, j'ai rien contre les médecins, mais quand on va dans le cabinet d'un neuropédiatre, en général, c'est pas bon signe. Et ce jour-là, le médecin nous a expliqué que Thaïs n'avait pas du tout de problème de pied, qu'elle avait en fait une maladie grave, une maladie génétique dégénérative, une maladie mortelle. Il nous a annoncé le jour de ses 2 ans qu'elle allait mourir bientôt, dans quelques années dans le meilleur des cas, et vraisemblablement plutôt dans quelques mois. Qu'avant de mourir,
cette maladie qui détruit tout le système nerveux, allait progressivement la priver de toutes les fonctions qu'elle avait jusque-là, de tous les acquis qu'elle avait gagnés jusque-là. Je ne vais pas vous raconter ce qui se passe dans le cœur d'une maman quand elle entend ça. Je crois que c'est inaudible. Et puis ça fait partie de ma peine et de mon chagrin, ça fait partie de ce que je vais garder pour moi. Juste après ces ténèbres, la noirceur absolue, je me suis retrouvée privée de lumière. Je me suis retrouvée pour la première fois de ma vie par terre, et presque physiquement par terre. Et de toute ma jolie vie, de tous mes jolis espoirs, de mes beaux projets, il ne restait rien. La maladie de Thaïs et sa mort future avaient anéanti chez moi tout. Tout espoir d'une belle vie et tout espoir d'être heureuse un jour. Je me suis juste souvenue d'une phrase que j'avais entendue quelques, peut-être mois ou années, je ne sais plus avant, à l'occasion de la mort de ce professeur, qui est le professeur Alain Bernard. Et j'avais entendu cette phrase un matin, pas très réveillée, moi aussi avant le café, je ne suis pas très... qui disait, pour résumer la vie de ce médecin, et en tout cas son œuvre pour les soins palliatifs, qui disait « Quand on ne peut pas ajouter de la vie au jour, on peut ajouter des jours à la vie ». Et dans cet instant de ténèbres, dans cet instant vraiment cauchemardesque, je me suis souvenue de cette phrase. Je me suis souvenue que j'avais une possibilité d'action, que je pouvais faire quelque chose pour la vie de ma fille, que je ne pouvais pas la sauver. Les médecins ne m'ont laissé aucun espoir de guérison. Mais qu'en revanche, je pouvais faire quand même quelque chose pour que sa vie soit belle. Et je me suis engagée à ce moment-là, pas encore remise de ses émotions, je me suis accrochée à cette phrase. Je me suis dit, voilà juste comment je vais faire. Je vais y aller par ce chemin-là. Je dis comment, parce que je crois que c'est quelque chose qui m'a sauvée, c'est de passer par ce comment, en occultant une question, pourtant ô combien légitime, en l'occultant de façon, sans m'en rendre compte à l'instant T, et ensuite, avec une lutte au quotidien, la question du pourquoi. À cet instant, je ne me suis pas demandé pourquoi. Je ne me suis pas demandé pourquoi moi. Pourquoi ma fille? Pourquoi ça m'est arrivé? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi c'est pas arrivé à mon voisin? J'aime beaucoup mon voisin, ça n'a rien à voir, mais ça m'aurait quand même arrangé que ça lui arrive à lui plutôt qu'à moi. Je n'ai pas posé cette question parce que je crois que, instinctivement, inconsciemment, j'avais déjà le sentiment qu'il n'y a pas de réponse à cette question pourquoi. J'aurais pu chercher toute ma vie. J'aurais pu rester toute ma vie au pied de cette montagne qui s'était dressée devant moi, à me cogner la tête contre la paroi en cherchant une explication, une justification. Les médecins, eux, m'ont avancé les raisons médicales de la maladie de Thaïs. Ils m'ont expliqué que Loïc et moi étions porteurs d'un même gène malade et qui, du coup, engendrait la maladie à 25% de risque pour chacun de nos enfants. Ça, c'est une explication, ça n'est pas la réponse au pourquoi. Ça ne satisfait pas un pourquoi. Et j'ai décidé ce jour-là, en prenant conscience que j'avais choisi instinctivement la voie du comment, de ne jamais me poser la question pourquoi. Alors, je vais vous avouer que c'est une discipline de tous les jours. Si ça a été spontané un instant, ça ne l'est plus du tout. Et je lutte ô combien souvent, dès que ce petit pourquoi vient, mais pourquoi, voilà, pourquoi est-ce que, quand je vois une petite fille marcher dans la rue et que je la vois tourner avec ses petites robes l'été, et que j'ai pourquoi j'ai plus ma fille, pourquoi ça lui est arrivé, tout de suite je dis non, allez, stop, n'y va pas par ce chemin, parce que ça c'est la certitude du malheur. Ça, dans l'adversité, ce pourquoi ne permet pas de se relever, parce qu'il ne permet pas de se mettre en chemin. Et je crois que même dans le malheur, et même si le chemin s'annonce est vraiment difficile, et même si on n'a pas envie d'y aller, il y a un besoin de mouvement. Parce que notre vie, elle est faite de ce mouvement, de cet avancement, qui parfois est un tout petit pas, et parfois qu'on fait en trottinant, mais on est fait pour avancer sur ce chemin. Alors j'y suis allée avec ce comment en ajoutant de la vie au jour de ma fille. Dans un premier temps, cet ajout de vie, dans mon incompétence et mon ignorance a été fait un peu avec une forme de boulimie de vie. De dire, ma chérie, tu ne vas pas vivre longtemps, tu fais ce que tu veux, vas-y. Il n'y a plus de limite, il n'y a plus de... Si tu veux, on va à Euro Disney tous les jours, si tu veux, il n'y a pas de contraintes. Et puis, je me suis rendu compte que ce n'était pas la vie, que ce n'était pas ça la vie, et que ça ne pouvait pas non plus être la vie de Thaïs, d'aller tous les jours à Euro Disney. Que même si nos enfants nous réclament toujours et toujours plus et s'agacent des limites qu'on leur impose et s'agacent des interdictions qu'on va
mettre sur leur chemin, ils en ont besoin comme un cadre rassurant de notre amour maternel ou paternel, parental en tout cas, qui veut dire, en fait, ce cadre que je te donne, c'est parce que je t'aime et que je prends soin de toi. Et je me suis dit, je ne vais pas changer du jour au lendemain toute mon intention pour la vie de Thaïs. Je vais m'adapter aux circonstances, bien sûr, aux obligations, puis à son état qui déclinait. Mais le but de cette existence, le but de ce qui a fait de moi une mère, de cet amour que j'ai en moi, il va rester le même. Et j'ai juste essayé, pendant 1 an 3/4, Thaïs a vécu 3 ans 3/4, j'ai juste essayé d'investir chaque instant. J'ai juste essayé de vivre chaque instant, non pas en me disant « ça peut être le dernier », non pas en me projetant dans l'avenir, et pas plus en me réfugiant dans le passé. Je me suis juste dit « je vis le moment-là ». Et ça, si j'ai trouvé cette façon de vivre, j'ai été aidée par eux. Par eux, quand je dis eux, c'est Gaspard et Thaïs. Gaspard, dans un premier lieu, avec son innocence de petit garçon de 4 ans, quand on est rentré à la maison, une fois qu'on a après avoir appris la maladie de Thaïs, on avait décidé, après une petite discussion un peu houleuse avec mon mari, parce que je n'étais pas d'accord dans un premier temps, de dire la vérité à nos enfants. De les laisser marcher avec nous sur ce chemin, même si moi j'avais envie de les tenir à l'écart, j'avais envie de les protéger, de les maintenir dans cette innocence et dans cette ignorance. Lui m'a invité à leur faire confiance, à marcher avec eux. Et donc on est rentré à la maison, on a retrouvé Thaïs qui était là avec son sourire éclatant dans le salon, qui savait pas ce qui l'attendait, que moi je n'ai pas pu ni soutenir son regard, ni regarder son sourire parce que je ne voyais plus à travers elle que ce qui l'attendait et la maladie qu'elle portait. Et puis on a retrouvé notre grand qui rentrait de l'école avec son enthousiasme de petit garçon de 4 ans. Donc on leur a dit avec des mots simples, avec des mots à leur portée, qu'on savait pourquoi Thaïs avait du mal à marcher, qu'elle était malade, qu'elle n'allait pas vivre longtemps. On leur a dit avec nos larmes de parents, parce qu'on a évidemment beaucoup pleuré ce jour-là, et Gaspard a joint ses larmes aux nôtres. Il s'est autorisé à pleurer en voyant qu'on pleurait avec lui. Et puis après, il a séché ses larmes. Quand on a 4 ans, on ne pleure pas très longtemps. Et puis il a dit bon, maintenant on va aller fêter l'anniversaire de Thaïs. Alors là, je l'ai regardé avec beaucoup de forme de compassion. J'ai dit écoute, non mon chéri, c'est pas possible, on ne peut pas fêter l'anniversaire de ta sœur. Il m'a dit pourquoi ? Tu sais, on vient de t'expliquer là, en fait elle est malade. Elle ne va pas vivre longtemps, c'est une horrible journée, on ne peut pas fêter son anniversaire. Il m'a regardé et m'a dit en fait là, elle est morte ou elle n'est pas morte ? Non, elle n'est pas morte. Et c'est son anniversaire. Oui. Alors, maman, qu'est-ce qui nous empêche de fêter son anniversaire ? Et tout d'un coup, ce petit bonhomme, sans s'en rendre compte, parce qu'il n'a pas calculé tout ça, il a ouvert une porte, il a ouvert une fenêtre, il a juste laissé entrer la lumière. Je me suis dit, je peux être heureuse. Je peux au moins avoir des moments de bonheur. Et tout d'un coup, dans cet avenir noir, dans ce calendrier gommé de tout, sont réapparus les Noëls, les Pâques, les anniversaires, les mariages, les baptêmes, les fêtes des 30 ans, des 40 ans, des 100 ans, tous ces moments festifs qui tout d'un coup me paraissaient prohibés pour moi, me paraissaient interdits à jamais, parce que je portais ce chagrin trop lourd et cette épreuve qui, en quelques secondes, avait contaminé tous les aspects de ma vie. Gaspard m'a montré qu'on pouvait choisir de vivre des moments heureux. Et ça, c'est possible qu'en vivant l'instant comme il est. Et je me suis dit, oui, là, c'est l'anniversaire de Thaïs. J'ai une peine à m'en déchirer le cœur, mais je vais fêter son anniversaire. Et je vais le fêter avec tout ce cœur peut-être meurtri, mais tout ce cœur qui est encore là et qui vit. Nous avons fêté un anniversaire absolument inoubliable. Et le lendemain matin, quand le chagrin m'a à nouveau accablé, quand on se réveille après une telle annonce et qu'on s'aperçoit que ce n'est pas un cauchemar, malheureusement, que c'est la réalité, je me suis souvenu que la veille, j'avais quand même réussi à être heureuse, pas très longtemps, mais quand même vraiment heureuse. Et je me suis dit, voilà comment je vais faire. Je continue à faire ça. J'ai découvert le temps présent, j'ai incarné le temps présent. Ce temps que les enfants adoptent si bien, si facilement, je l'ai retrouvé, ce rythme pour ma vie, qui m'apaise, qui en effet lève ô combien de peurs dans ma vie. La plupart de nos peurs, elles sont liées à notre avenir, à ce qui va se passer plus tard. Je dois vous avouer que moi j'étais une bonne trouillarde de la vie quand même,
tellement accrochée à mon petit bonheur comme ça, fait en fait juste de circonstances que j'avais additionnées. Et à la naissance par exemple, de Gaspard, il avait quelques heures ou quelques jours, je me suis mise à pleurer. Bon, certes, le baby blues, le changement hormonal, tout ce que vous voulez, enfin bref. Et mon mari me dit, qu'est-ce qui se passe? Et je dis, en fait, j'ai peur. Il me dit, t'as peur de quoi? Je sais pas, qu'il ne trouve pas de boulot, qu'il fasse pas d'études. Il m'a dit, enfin là, en l'occurrence, il dort. Il est encore très, très, très loin de la première marche de l'école. Mais c'était, je vous garantis, à l'instant où j'ai ressenti cette peur, c'était une vraie crainte. C'était une vraie appréhension. La vie de Thaïs, en m'invitant à vivre l'instant, m'a libérée de toutes ces peurs. J'en ai encore, c'est vrai, je reste trouillarde le soir dans le métro, des choses comme ça. Mais elle m'a libérée de la peur de la vie. Elle m'a aussi montré combien il était important de vivre l'instant comme il est. J'adhère complètement à la psychologie positive. Moins à la pensée positive. Parce que quand il ne fait pas beau, on a beau dire qu'il fait beau, il ne fait pas beau. J'aime la psychologie positive qui nous invite à voir des choses positives, même dans les choses douloureuses. Mais moi, je vais vous dire une chose. Quand le moment est triste, quand le moment est vraiment douloureux, je le vis comme il est. Je ne fais pas semblant et je ne cherche même pas l'issue. Je ne me dis pas, allez, courage, ça va aller mieux. Non, j'y vais, je pleure. Je m'arrête. Dans mon ascension d'Himalaya, il y a combien de jours, d'instants parfois, mais d'instants qui peuvent donner le sentiment de durer une éternité, où je me suis dit, là, juste, j'en peux plus là. J'ai plus de force, je suis plus capable d'avancer. Alors je m'arrête. Alors je m'assieds et aujourd'hui je pleure. Mais je pleure aujourd'hui. Parce que c'est le sentiment que j'éprouve aujourd'hui. Ce sentiment, je sais qu'il va passer. Mais si je ne le vis pas pleinement comme il est, je ne peux pas vivre ma joie pleinement non plus. Je ne veux pas que l'instant d'après ou l'instant d'avant contamine ce que j'ai à vivre à l'instant T. J'ai envie de refaire comme les enfants. Alors j'y arrive petit à petit et puis de temps en temps, j'ai besoin de retirer des petites signaux d'alarme en disant « Attends, stop, te stresse pas pour demain, tu verras bien. Aujourd'hui, ça suffit déjà. » J'ai été aidée aussi par Thaïs elle-même. Thaïs, elle avait que 2 ans, c'était une toute petite fille pour être malade à ce point. Et c'était juste une toute petite fille, c'était pas ni un grand sage, ni un pur esprit, c'était une vraie petite fille. Et moi, juste après avoir réalisé que j'allais pas subir cette épreuve, puisque j'avais refusé le pourquoi, que j'allais bon an mal an l'accepter. Bon, ok, allez, ok, de toute façon je peux pas le changer, donc j'y vais, quoi. Ok. J'ai réalisé que ma toute petite fille, elle n'avait pas seulement accepté, elle avait consenti à sa vie. Alors je sais, on peut avoir un peu l'impression que j'ergote, et je ne sais pas si je saurais bien l'exprimer, mais c'était tellement visible quand on voyait la différence entre elle et moi, c'est j'ai eu le sentiment qu'elle a dit « Ok, j'y vais. » Et j'y vais avec tout ce que je suis. J'y vais pas aller en courant au youpi, c'est vraiment génial ce que j'ai à vivre, évidemment que non. Mais j'y vais avec ce que je suis moi. J'investis ma vie. J'y vais avec mes forces, avec ma fragilité. Je vais vivre cette vie. La façon dont Thaïs a consenti à sa vie m'a invitée moi aussi à consentir à la mienne, à consentir à cette épreuve, à me dire il y a des choses que je vais pouvoir changer et je ferai tout pour le changer. Mais ce que je ne peux pas changer, je le vis, j'y vais, je m'adapte. J'aime ce poème de William Henley, qui est cher aussi à Nelson Mandela, et qui se termine par ces beaux mots. Je suis le capitaine de mon âme. Moi aussi, je suis le capitaine de mon âme. Je ne vais pas choisir les tempêtes. Et c'est vrai, je vous le dis, et je le redirai toujours, j'aurais jamais choisi cette épreuve, jamais choisi cette tempête. N'empêche que je suis restée capitaine du bateau. N'empêche que j'ai réalisé cette possibilité d'action, et c'est ce qui nous manque parfois face à l'épreuve, c'est de se sentir dépossédé de sa vie, ou désarmé pour agir. C'est de se dire maintenant, cette vie, elle ne m'appartient plus. Eh bien si, je crois qu'en toutes circonstances, et quelles que soient les circonstances, nous restons capitaines de notre vie, pas maîtres de tout, pas maîtres de son destin de façon... Non, on ne peut pas tout maîtriser, on ne maîtrisera jamais tout, mais on peut rester capitaine de la façon dont on va choisir de mener sa petite embarcation. Moi, je me suis dit, je vais choisir la façon dont je vais le vivre. Je vais choisir parfois ce moment de bonheur ou pas, mais je vais choisir à chaque fois, je reste le principal acteur de ma vie.
Et j'ai vu ça aussi dans Thaïs, principal acteur de sa vie. Thaïs qui est à la toute fin de sa vie. Alors qu'elle était sur un lit, depuis un certain temps déjà, depuis 1 an, qu'elle était sourde, muette, aveugle, paralysée. J'ai vu à quel point elle était capitaine de sa vie, j'ai vu à quel point elle avait vécu sa vie. Quand en rentrant dans sa chambre, elle avait encore une petite capacité, ma Thaïs, à ce moment-là, enfin bien d'autres et des belles capacités d'aimer, mais elle avait une petite capacité sensorielle, c'est que quand quelqu'un rentrait dans la pièce, elle se tournait toujours vers la personne qui rentrait. Alors ce jour-là, je suis venue la voir, et puis je m'approche d'elle, donc elle tourne la tête de mon côté, alors je lui parle, parce que je lui ai toujours parlé, même si elle ne m'entendait pas avec ses oreilles, je savais bien que son cœur restait tout le temps ouvert à ce que j'avais à lui dire. Et puis à ce moment-là, elle s'est mise à tourner la tête de l'autre côté du lit. Alors j'ai fait le tour, et elle a retourné la tête de l'autre côté. Alors je me suis dit, bon, allez, au bout de 2-3 fois, je me suis mise au bout du lit, un peu lasse, et je me suis dit, bon, ça non plus, elle ne peut plus le faire, quoi. Et à ce moment-là, j'ai entendu un petit bruit, un petit ronronnement que je ne saurais pas vous reproduire, mais rien que d'y repenser, j'ai envie de sourire, et ça m'émeut. Parce que ce ronronnement, je le connais, je le reconnais, c'est le rire de Thaïs. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui prend ? Qu'est-ce qu'il y a là ? Pourquoi est-ce qu'elle rit ? Et j'ai compris que Thaïs jouait à cache-cache. Elle a toujours aimé jouer à cache-cache, elle s'est cachée une fois dans la machine à laver. Je m'en suis rendu compte avant de la mettre en route. Elle a toujours aimé. Et je me suis dit, elle a tellement consenti à sa vie qu'à quelques jours de sa mort, elle joue à cache-cache. Alors je suis rentrée dans son jeu moi aussi, avec mes larmes d'émerveillement et d'émotion, parce que je crois que c'est ça la faculté de Thaïs, et c'est ça la faculté qu'il faut toujours garder face à l'adversité, c'est de s'émerveiller, je suis d'accord, mais c'est de s'émouvoir aussi, d'avoir ces deux intrinsèquement liés. Je m'émeus, je m'émerveille avec elle. Et je me suis mis à dire, mais Thaïs, où est-ce que t'es partie et tout. Et sur ces entrefaits, l'infirmière, parce qu'elle était Thaïs était hospitalisée à domicile, l'infirmière est rentrée. Elle m'a dit, ça va madame, tout se passe bien ? J'étais là, mais Thaïs, où es-tu cachée ? Donc sur son énorme lit médicalisé. Ça va ? Elle me dit, ça y est, la pauvre mère, elle a pété un plomb, c'était attendu de toute façon. Elle me dit, vous faites quoi là ? Je dis, je joue à cache-cache avec Thaïs. Ah oui, oui. Elle me dit, vous faites comment ? Donc je lui explique ce que je viens de découvrir. Et là, l'infirmière ouvre grand les yeux, s'approche de Thaïs et dit, Thaïs, je suis absolument désolée. Il y a 2 jours, je n'ai pas compris que tu voulais jouer à cache-cache. Et quand je suis repartie de là, l'infirmière, à son tour, cherchait Thaïs dans toute la pièce. Oui, je crois que les médecins ont cette capacité, eux aussi, de toujours s'émouvoir et s'émerveiller. Ça n'empêche pas qu'ils restent de très bons professionnels. Je les invite à toujours garder cette humanité qui leur permet de jouer à cache-cache avec une petite fille en fin de vie, qui ne voit pas, qui n'entend pas, qui ne parle pas, qui ne bouge pas, mais qui aime et qui aime sa vie. Je n'aurais pas pu non plus gravir mon Himalaya toute seule. Je n'aurais pas pu trouver le bonheur sans lui. Lui, c'est l'homme de ma vie. Il s'appelle Loïc et je suis bien triste qu'il ne soit pas là aujourd'hui. Bien triste parce que j'aime quand il est à mes côtés et j'aime surtout quand lui, homme, parle de son expérience de la souffrance et du bonheur trouvé. Lui, c'est l'homme de ma vie incontestablement, à tel point que j'ai eu un coup de foudre. Le truc auquel on ne croit plus, vous savez, on se dit n'importe quoi. Et moi, la première, j'y croyais pas. Eh bien, j'ai eu un coup de foudre en voyant cet homme. Instantanément, je me suis dit, celui-là, c'est pour la vie. Bon, lui aussi s'est dit la même chose, donc parfait. Emballé, c'est pesé. Moins d'1 an après, on était mariés. Avec ce bel amour qui nous a jamais quittés jusqu'à l'annonce de la maladie de Thaïs. On était à 5 ans de mariage à peu près, ou 5 ans qu'on se connaissait en tout cas. Alors ceux qui sont un peu plus avancés en âge savent que 5 ans, c'est encore assez bisounours. Hein. On n'est pas encore dans les crises. Après, c'est quoi les crises ? C'est 7, 10, 13 ? Non, en vérité, c'est 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 25, 30. Soyons un peu réalistes sur la vie de couple. Donc nous, on était encore dans ce bel amour qui animait nos cœurs, en tout cas. Le médecin a quand même eu cette phrase, au moment pour expliquer la maladie génétique de Thaïs, a dit, en fait, monsieur, pour que les choses soient claires, vous auriez eu un enfant avec n'importe quelle autre femme, votre enfant n'aurait pas été malade. Ah, c'est sympa, ça. Ah, ça me remonte le moral tout d'un coup, tiens. Il y avait ce problème chez nous. Ce problème d'incompatibilité génétique, mais aussi ce problème de se dire, quand même pas de bol. Une chance sur... J'ai oublié le pourcentage tellement c'est effrayant, peut-être 1 million.
une chance sur 1 million, j'ai pas eu 1 million de possibilités, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais qu'il ait ce gène défectueux, le même que le mien, il y a quand même peu de chance. Une chance infime et je le choisis lui. Enfin, je le choisis. Je ne l'ai pas choisi en fait. Ça m'est tombé dessus là. Ça m'a été imposé cet amour. Et bien oui, en fait, zut, je me suis trompée, je n'ai pas choisi le bonhomme. C'est un petit peu quand même ce qui m'est venu à l'esprit tout de suite. De me dire, ah. Et avec ça, embarqué pour embarquer, j'ai décidé de continuer le chemin avec lui en disant, bah, de toute façon, on s'aime tellement que cette tempête, c'est pas ça qui va nous séparer. Et on était tellement sûrs de notre bel amour que dans les mois qui se sont compliqués, où on est devenu beaucoup des aides-soignants, beaucoup presque des médecins, des psychologues, des parents à temps plein, on a beaucoup oublié d'être des amoureux. Et un jour, on s'est un peu réveillés côte à côte, en s'apercevant que on s'aimait bien. Ouais, moi je suis bien avec lui, mais que je ne partageais pas le vrai fond de ma vie avec lui. Que petit à petit, avec toutes nos différences d'hommes et de femmes, on s'était éloignés. Et la différence de l'homme et de femme, je peux vous assurer que s'il y a un lieu où elle s'exerce avec le plus d'acuité, c'est dans la souffrance. Dans la souffrance et dans la consolation, on s'aperçoit que l'homme et la femme ne sont pas du tout pareils. Je n'ai pas besoin de boire des bières et de regarder des matchs de rugby pour être consolée. Et lui n'a pas besoin de faire du shopping non plus. On s'est aperçu qu'en gardant ce cap, on allait tout simplement se séparer. Que petit à petit, on allait certainement continuer à accompagner Thaïs vers la fin de sa vie qui se rapprochait à grands pas, mais que finalement, une fois qu'on aurait passé cette épreuve, plus grand-chose ne nous lierait. Et ce jour-là, en prenant conscience tous les deux, en discutant ouvertement de ce petit degré qui nous séparait petit à petit, j'ai pris une décision que je n'imaginais jamais prendre dans ma vie. J'ai décidé d'aimer cet homme. J'ai décidé, oui, je suis d'accord, mon père, j'aurais peut-être dû décider le jour de mon mariage, hein, mais en l'occurrence, j'étais tellement aveuglée par mon beau sentiment de coup de foudre que je n'ai pas pris conscience que le jour où je me suis unie devant lui, c'était « je décide de t'aimer tous les jours ». C'est pas que je vais passer toute ma vie avec toi, c'est que tous les jours, je vais t'aimer. Et ce jour-là, on a décidé de s'aimer tous les jours, de tout faire pour s'aimer, d'en faire même notre priorité au cœur de l'épreuve, pour éviter l'effet redoublé de l'épreuve, l'effet domino de l'épreuve qui, à partir d'une grosse difficulté, en engendre d'autres, dont notre séparation. On s'est accroché, on a escaladé notre Himalaya en s'approchant un peu de vous, Mathieu, peut-être. On a cessé d'escalader notre Himalaya juste côte à côte. On s'est encordés, on s'est agrippés l'un à l'autre, on s'est rendus dépendants l'un de l'autre, dépendants de nos forces et de nos fragilités. Et les jours où moi, j'en peux plus, les jours où je lui dis « basta, là, j'ai trop mal, je ne peux plus avancer », il dit « ok ». Bah attends, je m'arrête à côté de toi. Moi, en l'occurrence, aujourd'hui, ça va, je n'ai pas forcément la même peine que toi. Je m'arrête à côté de toi. Et encordés comme on était, dans cette obligation de se mettre, de caler nos pas sur les pas de l'autre, on a appris à se consoler. On a appris à respecter même le décalage entre nos peines et nos joies. C'est difficile de respecter la joie de l'autre quand soi-même on a mal. Un matin, Loïc il s'est réveillé en sifflotant, tout guilleret et tout, et moi j'étais écrasée de chagrin. Et quand il est rentré dans la chambre, je lui ai dit « t'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit d'être heureux là, parce que moi j'ai trop mal. » Il m'a dit, tu sais, il y a un truc qui est bien, c'est que le bonheur est plus contagieux que le malheur. Je vais essayer de te donner un petit peu de mon bonheur à ce moment-là. Un jour, Loïc est venu témoigner avec moi. Il y a pas mal de monde. Depuis ce jour-là, même s'il me manque, hein, je vous l'ai dit, je préfère quand même qu'il reste s'occuper des enfants. Parce qu'il a dit devant tout le monde, quelqu'un lui a posé la question en disant comment votre couple a fait pour résister à l'épreuve. Et Loïc a dit, oh, attendez, oula, notre couple résiste pour l'instant. Ah, j'ai voilà, sympa. Ok, bon accrochons-nous là. Il a dit, non, mais je crois qu'il y a un truc que vous n'avez pas compris. Moi, le matin, je me lève et je décide d'aimer ma femme jusqu'au soir. Mais c'est tout là. Moi, j'aime ma femme jusqu'à ce soir. Mais à minuit 1, je recommence. Et je vais faire comme ça toute ma vie. Et je me suis rendu compte que le bonheur dans l'adversité et le bonheur de notre couple, cette construction qu'on avait décidée ensemble, elle vit aussi à ce rythme du quotidien, à ce rythme de l'instant présent. Parce que même si je l'aime profondément, moi, m'imaginer toute ma vie avec lui, c'est pas possible. Je suis au pied de l'Himalaya, je regarde le sommet, je me dis, il faut que je gravisse, ça n'est pas possible. Alors que si je me dis, je gravis jusque-là, j'y arrive. J'ai eu besoin de l'autre aussi dans l'épreuve.
L'autre, ça pourrait être chacun de vous. L'autre, c'est celui qui va représenter la société. C'est celui qui va représenter mon environnement. C'est celui qui était mon ami, c'est ma famille, c'est tous ses proches. Pour trouver le chemin du bonheur dans l'épreuve, j'ai besoin de vous. Les gens qui souffrent ont besoin de vous. Vous savez, je crois qu'il n'y a pas de pire souffrance que la solitude. Je vais faire juste une petite aparté sur la solitude, parce qu'il y a des solitudes, il y a des souffrances qui nécessitent la solitude. J'ai éprouvé une souffrance insondable à l'instant de la mort de ma fille. Je ne vais pas m'éterniser sur ce sujet, parce que c'est douloureux. Et j'ai compris que cet instant-là, j'étais dans une parfaite solitude, même si l'homme de ma vie était à côté de moi et qu'on se serrait la main accrochés l'un à l'autre, et que cet instant, je devais le vivre dans ma solitude, que ça ne regardait que moi, cette souffrance. Là, je vous parle du pire, de l'intimité de la souffrance. Mais là où j'ai besoin de vous, là où j'ai besoin de ceux que j'aime, de ce qui compte pour moi, c'est dans le quotidien. C'est dans le tous les jours. J'ai besoin d'eux pour des choses très simples. J'ai besoin d'eux pour m'apporter la légèreté dans leur vie. Cette futilité qui est tellement agréable. Ma vie n'est pas résumée à la leucodystrophie métachromatique. Je ne suis pas qu'une mère endeuillée. Je suis une femme avec plein d'autres caractéristiques, dont celle du deuil de mon enfant, que je vais porter toute ma vie. Je vais toute ma vie apprivoiser cette absence, c'est certain. Cette blessure, elle va rester dans mon cœur. Ces larmes, elles sont dans mon cœur et parfois dans mes yeux. Ça fait partie de ma vie. Mais ça ne définit pas ma vie et ça ne le définira jamais. J'ai besoin des autres pour m'inviter, pour me tendre la main et me dire, tu sais, malgré ton énorme peine, tu es encore là avec nous. Tu es encore dans cette société, tu as ta place. Ta peine, elle ne t'a pas isolée, elle ne t'a pas rendue intouchable. Qu'est-ce que j'ai été heureuse 15 jours après la mort de Thaïs. Thaïs est morte fin décembre. Quand une de mes amies m'a dit, était venue me rendre visite, bon, j'étais pas bien, hein, c'est clair, j'étais pas bien ce jour-là, elles étaient deux. Et j'ai une amie qui vient et qui me dit, oh dis donc, demain c'est les soldes, tu viens faire les courses avec nous? L'autre s'est étranglée à dire, mais ça va pas, mais t'es complètement folle. Et moi j'ai dit, oh, merci, mais merci 1000 fois de me proposer ça. Mais qu'est-ce que ça va me faire du bien juste de faire du shopping avec des copines, pas comme si de rien n'était, parce que ça existe dans ma vie, mais juste comme si vous me considériez comme vous. J'ai besoin d'être considérée comme vous. J'ai besoin que vous partagiez, que ceux que j'aime partagent leur peine avec moi. Non pas pour me dire, bon, il y a un peu de justice, il n'y a pas que moi qui souffre, pardon. J'ai besoin de partager ces peines parce que ça m'invite à la compassion. Parce que oui, la souffrance, malheureusement, elle nous étrique le cœur. On se referme sur soi et sur sa souffrance. Et si quelqu'un en face de moi, si ceux que j'aime, si mes amis, viennent pas me voir dans cet acte de confiance qu'est la demande de consolation, que sont les larmes devant quelqu'un en me disant, tu sais, ça va pas, j'ai besoin que tu m'aides. Moi, je peux pas ouvrir mon cœur. Et si j'ai eu tant de silence, pas de tous, hein, et je remercie ceux qui sont restés vaillants, mais tant de silence gêné que je peux comprendre, hein, mais de gens qui me disaient, mais je peux pas te dire mon chagrin parce que c'est rien par rapport à ce que tu vis. Mais dans ce cas-là, mais moi, je reste toute seule. Moi, je reste toute seule tout en haut d'une espèce de pyramide de douleur où il n'y a que ceux qui souffrent le plus et on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas trouver ce chemin de bonheur tout seul là-haut. J'ai besoin de quelqu'un qui me dise, ouvre-moi ton cœur, tends-moi la main. Je sais que tu as mal aussi, mais s'il te plaît, tends-moi la main, je sais que tu peux me consoler. Je sais que tu trouveras les moyens de me consoler. Les mots, pas les mots magiques, je ne les ai pas plus. Malgré tout ce que j'ai souffert, je ne connais pas les mots magiques pour consoler. J'en connais un qui fait toujours du bien. Un tout simple, c'est « je t'aime ». Ça, j'ai remarqué que ça fait toujours du bien. Moi, quand on m'a dit « je t'aime », ça m'a toujours fait du bien, ça touche directement au cœur. Et parfois, il y a des silences, pas des silences définitifs, mais des silences accompagnés d'un mouvement d'embrassement qui valent tous les « je t'aime » du monde. J'ai besoin qu'on partage les bonnes nouvelles. J'ai besoin de voir qu'il y a des belles choses dans la vie. Je suis une chercheuse de ces pépites de bonheur. Je suis une chercheuse de tous ces signes dans la vie. J'ai besoin qu'une femme me dise « j'attends un bébé ». Et tu sais, moi, quand j'attends un bébé, la seule chose qui me préoccupe, c'est de savoir le prénom, si je vais tomber d'accord avec le papa ou pas. Ça me fait du bien aussi de savoir qu'il y a ça. J'ai juste besoin de sentir que je suis encore au cœur de cette société et j'ai besoin de regarder l'heure. Je m'étais dit que je le ferais discrètement, mais je crois que j'y arriverai pas. Voilà. Pardon. J'ai besoin, parce que je ne vis pas toute seule, même si certains choisissent l'ermitage, et je pense que dans un ermitage, on n'est pas tout seul. J'ai besoin, moi je vis dans cette société, et j'ai besoin de sentir
que ma douleur ne me rend pas isolée, au contraire, qu'elle me donne une place encore plus légitime, la place des fragiles, qui peut devenir une énorme force, cette fragilité. Et puis, pour être heureuse, j'ai eu besoin de moi. De moi, d'Anne-Dauphine. J'ai eu besoin de me retrouver. J'ai eu besoin de trouver cette unité en moi. J'ai eu besoin de lâcher ces peurs que je vous racontais tout à l'heure. J'ai eu besoin de me recentrer sur l'essentiel, de me dire « Mais qu'est-ce qui compte dans ma vie ? Pourquoi j'ai eu des enfants ? Quel est mon projet de vie avec eux ? Le projet de vie avec Thaïs, quand je l'ai mise au monde, je lui ai dit quoi ? Ma chérie, tu vas vivre jusqu'à 80 ans, donne-moi le plus de petits-enfants possible, trouve-toi un bel amoureux et un bon job, achète une belle voiture et un bel appartement. » Je n'ai pas pensé. Oui, on peut projeter un peu tous ces désirs qui nous rassurent sur la longévité d'un enfant. Je me suis surtout dit, je l'aime et je l'aime pour toujours. Quelle que soit sa vie. Sa vie, elle a été courte, elle n'a pas été petite. Moi, mon fils Gaspard, un jour, m'a dit qu'elle avait une belle vie. Il a dit ça après avoir décrit toutes les difficultés qu'elle avait rencontrées. Il a parlé de sa dégradation physique comme moi, je n'oserais pas le faire. Et ensuite, il a parlé de la petite fille que c'était. Et j'ai vu la belle vie de ma fille. Et j'ai accepté de voir la belle vie de ma fille. J'ai accepté que moi, mon projet de mère, que mon projet de femme, ce soit de rendre mon enfant heureux, quelle que soit sa vie et quelle que soit la durée de sa vie. J'ai trouvé une espèce d'unité en moi. Je vais encore citer Gaspard 2 fois. La première, il était tout petit, il avait 5 ans, il est rentré de l'école. Il m'a dit « Maman, tu sais, j'ai dit à un de mes copains que j'avais une sœur qui était malade et qu'elle allait mourir. » Il m'a dit « j'aimerais pas vivre ta vie. » Alors, je dis « Ah ouais, c'est vrai ?» Il me dit « Enfin, je lui ai dit, de toute façon, on s'en fiche, c'est pas ta vie. » Alors, il dit, donc, Gaspard a dit, donc le copain, il m'a dit « Enfin, n'empêche que ta vie, elle est moche. » Et il a dit « Ouais, c'est ma vie. » Et il m'a dit ça, il était tout petit, 5 ans, et comme un petit Corse, là, en gonflant le poitrail, c'est ma vie. Et j'ai vu une fierté, en fait. Il n'était pas content, et il a vraiment souffert. Il souffre encore à 11 ans, mais je le retrouve parfois en pleurs parce que sa sœur lui manque. Il a vraiment souffert d'apprendre que sa sœur était malade, de tout ça, d'être le seul en bonne santé. Mais n'empêche que c'était sa vie, et qu'il n'en avait pas d'autre. Que s'il n'investissait pas, s'il ne la vivait pas lui, acteur de sa vie, principal acteur, elle avait zéro intérêt, cette vie-là. Alors j'ai eu besoin de moi pour ça aussi, pour vivre ma vie comme elle était. Je n'aurais pas choisi. Je ne dis pas que je suis heureuse d'être passée par là. Je pleure toujours Thaïs, et je la pleurerai toute ma vie. Je n'ai jamais imaginé souffrir autant. Et pourtant, je n'ai jamais imaginé, être aussi heureuse.